le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci encore une fois d'être là et on vous rappelle comme d'habitude d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça monte. Oui, doucement mais sûrement. Oui, exactement. On n'est pas obsédé par ça, on veut juste vraiment grandir la communauté, avoir le plus de gens possible avec qui on peut échanger, tu sais, et peut-être pas de débattre, mais au moins d'avoir des points de vue. Puis, et les autres plateformes aussi. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas sur la plateforme vidéo, vous préférez la plateforme audio, on est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Twitter aussi. Salim, ça va bien? Ça va super. Et toi? C'était une semaine très occupée. Puis, à fur et à mesure que les journées passaient, j'étais comme, de quoi qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner les grosses nouvelles? Il y a beaucoup qui s'est passé. Avant de passer au sujet pour aujourd'hui, juste souligner à tout le monde que Salim écrit aussi un blog que vous pouvez suivre. Il a écrit un blog cette semaine qui a été aussi, ça a tiré l'attention aussi des médias nationaux. Ça passait dans le journal aussi, donc c'est Électron Libre. Right? Electronlibre.ca, Electron au pluriel, trait d'union, libre au pluriel.ca. C'est effectivement un blog que je tiens avec Antoine Dion-Charret et on écrit à l'occasion là-dedans. Et effectivement, le dernier article de blog que j'ai écrit a retenu l'attention d'un journaliste du Journal de Québec, Journal de Montréal, Antoine Robitaille. Et il a écrit un article un peu là-dessus. Dans le fond, c'est un article qui touche un peu le Parti libéral puis tout ce processus de restructuration ou de redéfinition. Mais on va garder ça plus tard parce qu'on a un épisode spécial qui s'en vient bientôt. Donc, restez à l'écoute. On prépare quelque chose de spécial spécifiquement pour ça. Moi, j'ai hâte à cet épisode-là. On va pas dire plus. Puis, that's it. À part ça, comment ça va? Écoute, super bien, ouais. En forme. J'ai hâte à ce que le printemps arrive. Ça niaise un petit peu. Là. Il rentre, il se moque de nous un peu, puis là, la pluie verglaçante. mais ça s'en vient, bon, on va parler, on a sélectionné quelques affaires pour discuter aujourd'hui. Des nouvelles quand même qui ont occupé pas mal d'espace dans les médias. Mais c'est sûr, il y a déjà une grosse nouvelle et on va en parler plus en détail peut-être en deuxième partie d'épisode, là, celui sur le chantier maritime Davy. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs petits sujets d'intérêt qu'on peut discuter aujourd'hui qui sont très intéressants. Évidemment, le jugement favorable à Jean Charest contre le gouvernement du Québec. Exact. On attendait ça, ce jugement-là. Mais avant, on va juste pour replacer les gens un peu, on va retourner en arrière, expliquer un petit peu comment on s'est rendu à ce point-là. Dans le fond, Jean Charest, quand il était premier ministre, on rappelle aux gens que c'est son gouvernement à lui qui a créé l'unité permanente anticorruption, la fameuse UPAC. Okay? Puis, ironiquement, c'est cette même unité-là qui est allée enquêter. Elle a ouvert une enquête sur Jean Charest. Ça a duré 6 ans? Presque 7 ans. 7 ans. Ouais. Le problème avec ça, c'est que durant cette enquête-là, il y a eu plein d'affaires qui ont été coulées. Ça a causé un problème. Mais c'est plus que ça a causé un problème. C'est illégal. En fait, c'est criminel. Exact. On ne peut pas couler de l'information d'une enquête policière. Ça relève du criminel. C'est comme si c'était une pratique pas mal standard, parce que c'est pas Jean Charest. Ils ont coulé des informations sur Nathalie Normando, puis d'autres personnes qui étaient affiliées au Parti libéral, qui ont trouvé plein d'affaires dans les médias. Comme tu dis, évidemment, c'est illégal. Jean Charest, à l'époque, a demandé des excuses.
Oui, tout à fait. Il avait demandé des excuses au gouvernement du Québec. Des excuses, selon sa déclaration d'hier, des excuses qui n'ont même pas fait l'objet d'un accusé de réception. Mm. Et alors à partir du moment où ça n'avait pas eu d'écho, il a décidé de poursuivre le gouvernement pour atteinte à sa réputation. Et le juge de la Cour supérieure du Québec lui a donné raison et a condamné le gouvernement du Québec à lui verser 385 000 $. Et donc, c'est une grosse victoire pour Jean Charest, non seulement, parce que il considérait avoir été maltraité et donc il est allé devant les tribunaux, mais le jugement en tant que tel est d'une sévérité incroyable à l'égard, bien sûr, de l'UPAC, de ses pratiques, etc. Donc, là, il y a 30 jours pour faire appel. Le gouvernement a 30 jours pour faire appel de la décision, du jugement, je veux dire. Et très honnêtement, j'ai beaucoup de misère à penser ou à croire qu'un tel jugement béton puisse faire l'objet d'un appel. Non seulement parce que l'appel pourrait être refusé, mais en plus parce qu'à un moment donné, ça pourrait aussi donner l'impression qu'il y a de l'acharnement. En fait, il y en avait déjà, puis là, c'est même plus de l'acharnement policier / médiatique, ça devient un acharnement qui devient gouvernemental, voire politique. Et donc écoute, je l'imagine très, très content du résultat. Certainement. Toute cette histoire-là, maintenant qu'elle a abouti à une fin, ou espérons que c'est une fin pour lui, pour moi, la façon que je le vois, il y a deux questions maintenant qui se posent. Un, est-ce que le gouvernement va présenter ses excuses ou doit présenter ses excuses? Okay, c'est le point d'interrogation. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'UPAC après tant d'années à amener 0 personne devant les tribunaux? Oui. Ben, écoute, d'abord sur la question des excuses, on verra bien ce que le gouvernement va décider de faire. Hier, François Legault a ouvert la porte à ce qu'il y ait des excuses, mais il a quand même été très prudent parce qu'il il veut pas donner la perception que c'est lui qui a perdu, que c'est son gouvernement qui a perdu. Non, c'est le gouvernement du Québec comme comme État. Ouais, je comprends un peu sa position parce que c'est délicat. Dans le fond, lui, il doit sortir et s'excuser au nom du gouvernement. C'est pas lui comme François Legault ou la CAQ qui est dans cette position-là. Lui, et comme tu as dit, il a été très prudent parce qu'avant de dire, gars, on va regarder ça puis on va évaluer la possibilité de présenter des excuses, mais avant de dire ça, il a livré quand même un petit uppercut. Il a dit, garde, on se rappelle que c'est Jean Charest qui a formé l'UPAC, qui a nommé l'ancien directeur finalement. Je pense que c'était Philippe Couillard. Est-ce que c'est Philippe Couillard qui l'avait nommé, lui? Lafrenière? Oui. En tout cas, il l'avait au moins reconduit. Je ne sais pas s'il l'avait nommé initialement, mais il l'avait au moins reconduit. D'ailleurs, ça avait été l'un des éléments qui avait été soulevé avec l'arrestation de Nathalie Normando, la journée même d'un budget, etc. Enfin bref, tu te souviens un peu de tout le bordel que ça avait été. Mais oui, exactement. Mais qu'importe. En bout de ligne, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Il a dit, on va s'excuser pour quelque chose que les libéraux ont créé. Puis, c'est revenu comme boomerang vers eux. Mais encore là, il marche dans une ligne qui ne devrait pas marcher. Lui, ça n'a rien à faire avec le Parti libéral. Qui a formé, c'est qui a nommé. Tu es en place maintenant, tu représentes le gouvernement, tu représentes les Québécois. Il y a eu une erreur qui a été faite. Il y a un jugement qui est sorti donnant gain de cause à M. Charest. Je pense que le moindre qu'il doit faire, c'est au moins s'excuser.
Exact. En fait, à partir du moment où le procureur général du gouvernement, qui est ministre de la Justice, qui est donc un des ministres de François Legault, à partir du moment où il décide, admettons, de ne pas aller en appel parce que il considère que le jugement est trop béton ou parce qu'il considère que c'est une histoire qui a trop duré, etc., je suis d'accord avec toi, ça prend des excuses. Effectivement, ce n'est pas des excuses au nom de François Legault ou au nom de la coalition Avenir Québec, ça n'a rien à voir. Mais actuellement, on a un gouvernement qui est en place et c'est le gouvernement qui est en place qui est capable d'offrir des excuses ou non. Regarde, je te rappelle, par exemple, au fédéral, Justin Trudeau a offert des excuses pour des gouvernements où les gens qui étaient autour de la table du Conseil des ministres sont tous morts. Donc, c'est-à-dire d'une autre époque, etc. Donc, c'est toujours le chef du gouvernement en place. Lorsque on reconnaît que l'État, à un moment donné, a fait quelque chose de pas correct, qui est reconnu là par les tribunaux, que la justice a reconnu ça, eh bien oui, je pense que des excuses, c'est un... Ben oui, moi je pense que c'est tout à fait normal. Deux choses avant qu'on finisse avec ça, parce que je trouvais quand même intéressant les commentaires de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a dit que, tu sais, initialement, c'était... l'UPAC a été formé pour amener des personnes en justice et aller récupérer de l'argent qui a été collecté de façon illégale ou whatever. Puis finalement, ben, c'est le gouvernement qui va payer cet argent-là à Jean Charest. Je trouve qu'il va un peu loin. Moi, j'ai un problème avec la partisanerie dans toute cette affaire-là. Donc ça, c'est une chose que j'ai trouvée intéressante. Puis l'autre chose, du côté des libéraux, le chef par intérim, Marc Tanguay, qui est sorti dire que toute cette période-là, durant laquelle Jean Charest était sous enquête, puis toutes les affaires qui ont coulé dans les médias, ça nuit à la marque libérale. Peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui ont peut-être affecté le vote pour le Parti libéral, mais il a amené cet argument-là. Mais oui. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas faire de partisanerie sur le dos des questions d'état de droit. Pour moi, on est dans un état de droit. La règle de droit s'applique. Jean Charest est un justiciable comme un autre. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois non plus. Là, en l'occurrence, un juge lui a donné raison. C'est pas le temps de commencer à dire... enfin, en tout cas, laisser planer un doute. C'est pas bon non plus que le public n'ait pas confiance dans un système de justice. Ça, c'est l'une des pires choses qui soit. Maintenant, concernant le corps policier lui-même, moi, je suis pas un expert du tout là-dedans. Moi, je sais juste une chose, c'est que dans une société libre et démocratique, la police joue un rôle extrêmement important. C'est important d'avoir des corps policiers en santé, parce que sinon, il n'y en a pas de société équilibrée, de société de droit, etc. Le danger, c'est toujours lorsque la police fait de la politique ou s'approche de la politique ou joue avec la politique ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne veut pas voir, évidemment. Et ça, il n'y a aucune société démocratique dans le monde qui pourrait accepter ça. Bon, maintenant, c'est pas à moi de penser, parce que j'ai même pas d'avis là-dessus, sur l'avenir de l'UPAC. Est-ce qu'il faut la démanteler, la ramener à l'UPAC? Parce qu'ils n'ont rien fait. Mais on se demande... ils n'ont rien fait. Ils ont gaspillé de l'argent, par exemple. Ils ont quand même fait du travail, ont ramassé des éléments de preuve, ou ce qu'ils pensaient, eux, étaient des éléments de preuve, mais il n'y a rien. On n'a rien. Ça fait 10 ans que ça existe, 8 ans. Ah, plus que ça, maintenant, c'est 11-12 ans. Hein? C'était l'UAC, c'est devenu l'UPAC. Yeah. Bref. Il n'y a rien. Il n'y a aucune accusation. Ils n'ont amené personne devant la justice. Ils sont là pourquoi, au juste? Écoute, c'est une bonne question. Ça, c'est une question. Peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir le ministre de la Sécurité publique qui pourra nous l'expliquer. Je veux pas m'aventurer là-dedans parce que c'est vraiment pas quelque chose que je connais. Et donc, mais c'est vrai. C'est-à-dire la perception. La perception, c'est que c'est un corps policier qui est là en place, qui s'est plus fait connaître pour le fait d'être brouillon, de mal travailler,
de toute évidence, faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire couler de l'information sur des enquêtes. Donc, tu sais, quand un corps policier est plus connu pour ça que pour les résultats qu'il apporte, oui, on a le droit comme citoyen de se poser la question. Absolument, absolument. Donc, l'avenir nous le dira, ce qui va se passer avec ce corps policier-là. Mais chose certaine, c'est que le jugement d'avant-hier est vraiment très, très sévère. Et je me demande même s'il ne pourrait pas y avoir du monde qui, en le lisant, je ne sais pas si, j'imagine qu'il doit être public maintenant, qui, en le lisant, ne vont pas se dire on pourrait poursuivre, nous aussi, l'UPAC. Alors bon, Mais ça ouvre une porte grande ouverte. Il y a un précédent qui a été établi. Donc, par exemple, est-ce que Mme Normando va pouvoir faire la même chose, demander des excuses ou poursuivre elle aussi? Est-ce que, les autres, je ne sais pas les autres noms, là, mais il y a une série de personnes qui ont sorti en même temps avec Nathalie Normando. C'est quand même embarrassant. On va dire ça comme ça. C'est embarrassant. Puis, en même temps, gouverner, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un parti politique qui s'appelle la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir, et doit gérer ça. Pourquoi? Parce que quand tu es au gouvernement, tu peux pas juste dire « j'ai pas été là, je suis pas concerné, je suis pas... » Non. Tu es aux commandes du gouvernement. C'est toi qui peux faire des choses. Alors... ça va être au ministre de la Sécurité publique, au premier ministre et les parties prenantes pertinentes de s'asseoir, de faire un état des lieux et de voir qu'est-ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Moi, personnellement, j'ai une naïve... Comment je veux dire? Je suis naïvement confiant qu'au Québec, on va faire la bonne chose avec ces affaires-là. Okay. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance. Je pense qu'il y a eu assez de... Il y a eu assez de choses qui se sont passées pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Mm-hmm. Bon, on verra ce qui arrivera. L'autre chose qu'on veut discuter un petit peu. L'autre sujet, il y a un article qui est sorti, ça fait quelques jours maintenant qu'on en discute, qu'il y aurait des écoles, et c'est sorti maintenant parce que c'est la fête du Ramadan pour tous les élèves qui sont musulmans, et il y aurait des écoles qui auraient fait de la place dans certaines classes pour permettre aux élèves de faire leurs prières. C'est sorti, ça... Puis, ça a pris pas mal de la place parce qu'on sait ici que la laïcité au Québec prend pas mal de place, surtout au niveau des instances publiques. Il y a eu une motion dans le Parlement, unanimement votée à l'unanimité, réitérant le fait que les écoles, c'est pas une place où on prie, évidemment. La question, c'est... Comment est-ce que les administrations de ces écoles-là, parce que je ne sais pas si c'est une école ou s'il y avait plusieurs. Je ne sais pas si c'était une ou deux. Je sais juste que ce sont des écoles, bien sûr, publiques qui relèvent de la commission scolaire à Laval, je pense. À Laval, c'est ça, exactement. Comment qu'ils prennent ces décisions-là? Puis, moi, j'aime regarder ça d'un côté objectif, où tu as une administration de l'école, il y a une population étudiante quand même significative de confession musulmane, puis ils disent, regarde, sur le Ramadan, on peut accommoder, ou c'est pas grave, là, on va les laisser prier, ça prend quelques minutes, puis that's it, par respect aux élèves, leur famille, la communauté, whatever. C'est-tu mauvais? Écoute, la question est vraiment... en tout cas, elle est complexe parce qu'il y a du bon et du moins bon d'une façon de voir et une autre façon de voir. Mais au final, il faut trancher. Puis bon, je vais me commettre, moi, là-dessus, aujourd'hui. Écoute, moi, je pense que à la base, c'est parti d'une bonne intention des gens de l'école. Hein. Je pense pas qu'il y ait des gens de l'école qui se disent «
la laïcité, on s'en fout. On va juste... Non. Personne qui se dit ça. Moi, j'imagine que, oui, il y avait une volonté d'accommoder quelques étudiants. C'est pas des étudiants, c'est des élèves, parce qu'on parle d'école. D'accommoder quelques élèves, etc. Plutôt que de les voir prier dans une cage d'escalier, là, on préfère encore qu'ils aient un coin dans l'école pour aller prier. Donc, je pense que l'école est partie peut-être d'une bonne intention. Mais la façon que c'est présenté, je ne veux pas t'interrompre, mais la façon que c'est présenté, c'est que tu ne peux pas prier dans l'école, tout, même dans une cage d'escalier. Maintenant. Alors, non, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que ce ne serait pas à l'école de te fournir un endroit pour prier. Bon, ensuite, honnêtement, je pense que des gens qui récitent quelque chose dans leur tête, c'est pas... Il n'y a personne qui sait ce qu'il est. Donc, non, mais... Donc, moi, je pense que l'école, à la base, je pense pas que c'était une mauvaise intention. La seule affaire, c'est que comment tu gères ça? C'est compliqué de gérer ça. Est-ce que tu vas gérer ça au cas par cas? Est-ce que tu vas gérer ça communauté par communauté, religion par religion? Mais c'est parce que si tu ouvres la porte pour une communauté, il va falloir le faire évidemment pour tous. Absolument, parce que sinon, il n'y a plus de neutralité ou d'égalité, etc. Puis là, ça ne marche pas, effectivement. Alors, c'est pour ça que moi, je pense, et j'appuie ceux qui pensent que... c'est non pour tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas besoin honnêtement, une école n'a pas besoin d'avoir un lieu de prière. Moi, je te le dis franchement, je pense pas. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas. Il y a des endroits pour ça. Il y a des lieux de culte pour ça. Il y a les gens chez eux qui peuvent faire ça, etc. Moi, je pense que accommoder, c'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque c'est pas gérable, ça devient déraisonnable. Et donc, c'est ça. Puis en plus de ça, je vais te le dire, ça a été relevé. Le fait que les garçons pouvaient y aller, pas les filles, c'est non. C'est non. C'est intolérable. C'est intolérable. Je ne savais pas de ce détail-là. C'était juste les garçons qui ont permis? C'est ce que j'ai cru comprendre dans je pense que c'est Cogeco qui a sorti la nouvelle. Et ça c'est intolérable. C'est inacceptable. Ça ne se fait pas dans des sociétés. Ça, je t'avoue que il y a un malaise là-dedans. Il y a un malaise. Bon, maintenant, regarde, moi je respecte. Il y a plusieurs religions qui, au moment des prières, pour des questions de rituels ou traditionnels, etc., séparent hommes et femmes, etc. Mais regarde, si tu fais ça dans tes lieux de culte ou dans un endroit privé ou chez toi à la maison, etc., c'est bien correct. Regarde, on respecte toutes les religions, on respecte ce que les gens font, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu es à l'école publique qui déjà n'a pas de vocation à avoir un lieu de culte pour toi, ou tes coreligionnaires, ou pour des gens d'une autre religion. Mais en plus d'avoir cette forme-ci de discrimination envers des petites filles plutôt que des petits gars, etc., je trouve ça inacceptable. Mais de toutes les manières, je vais te dire un truc, on ne devrait même pas arriver à est-ce que c'est une question de petits garçons ou de petites filles? À la base, il devrait juste pas y en avoir de lieu de culte. Mais comment on est... Parce que moi, il me semble qu'on a déjà eu cette discussion au Québec des accommodements raisonnables. On a passé combien d'années entre 2005 jusqu'à 2008-2009, on parlait toujours d'accommodements raisonnables. Ça a pris pas mal d'espace, cette affaire-là. Ça a l'air qu'on l'avait oublié. On parlait pas trop d'accommodements raisonnables. On avait mis un point à la ligne. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une autre idéologie d'acceptabilité, le wokeism où on accepte tout le monde, puis on va faire en sorte que tout le monde est content. Puis est-ce qu'on retourne en arrière? Parce que moi aussi, je suis contre le fait que dans les écoles publiques, on devrait permettre la prière. Moi, je suis contre ça. Alors, le concept d'accommodement raisonnable n'a jamais vraiment disparu. On en a peut-être moins parlé parce que, on a parlé des valeurs, de la laïcité, etc. Puis, on en a fait, regarde, ça a été on a fait une industrie autour de ce sujet-là. Là. On va s'entendre. D'ailleurs, je pense que même que c'était
surexagéré, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais le concept d'accommodement raisonnable a toujours existé. Ce qu'on oublie aussi, c'est un concept juridique. Dans le fond, c'est où est-ce que tu traces aussi le raisonnable du déraisonnable, etc. Là, donc, que ce soit dans la Charte des valeurs de Drainville à l'époque où il était au Parti québécois, ou même dans la loi 21, etc., des questions d'accommodement ont été soulevées. Maintenant, il y a juste une chose. Autant je suis convaincu que dans une école, on ne devrait pas avoir de salle de prière de quelque religion que ce soit, autant cette espèce de cavale contre tout ce qui peut être accommodement. Non, il y a des accommodements qui peuvent être dans certaines circonstances. Je ne parle pas de celui-là, là, mais dans certaines circonstances, peuvent être raisonnables, peuvent être... Pourquoi? Parce que parfois, ça ne coûte rien, puis ça dépanne, puis ça règle le problème de tout le monde, puis tout le monde est content, puis tout le monde est heureux, puis donc... moi, je trouve que ceux qui sont systématiquement contre les accommodements raisonnables, il y en a c'est systématique. Moi, je trouve que parfois, c'est un peu exagéré dans le sens que parfois, ça coûte rien. Parfois, c'est faisable. Là, en l'occurrence, c'est pas faisable parce que tu peux pas gérer ça. C'est pas gérable. Et puis oui, bien sûr, il y a l'idée que l'école publique est laïque. Mais alors attention, là, parce que là, on a commencé à parler de loi 21, etc. Hey. Loi 21, là, il y a un seul problème qu'elle pose. Le reste de la loi 21 est bien correct, les gens l'acceptent. La loi 21, là où beaucoup ne sont pas d'accord, et la raison pour laquelle elle est contestée dans les tribunaux, et la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a eu recours à la clause dérogatoire pour se substituer à la Constitution canadienne, enfin la Charte des droits et libertés du Canada, c'est le fait qu'on empêchait des enseignants d'enseigner s'y porter un signe religieux, que ce soit une croix bien apparente, une kippa, un turban, un voile, peu importe, etc. Alors, que l'école soit laïque et qu'elle n'offre pas de lieu de culte, c'est tout à fait normal. L'école est laïque. Ensuite, un monsieur qui porte une kippa, c'est pas vrai, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est pas vrai que ça pose un problème. Moi, honnêtement, là, mes enfants sont, si demain ils ont à l'école un monsieur qui leur enseigne des mathématiques en portant une kippa, là, ça me dérange pas du tout. Honnêtement. Il y a pas de prosélytisme là-dedans. Là. Et ça n'enlève rien au côté laïque de l'école. Parce que l'école, elle est laïque. Mais le monsieur, là, son identité, sa foi, etc., qu'il enlève sa kippa ou qu'il ne l'enlève pas, sa foi, il la garde. Elle est là. Ouais. C'est pas comme s'il enseigne sa religion. Exactement. Ouais. C'est pas comme s'il essaye d'influencer. Bon, c'est mon point de vue. On va s'entendre. Au Québec, il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est correct. On est dans une société démocratique, etc. Mais moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est que quand la loi 21 a été votée, adoptée, sur ce précepte-là, elle n'a jamais été soutenue par une étude empirique avec des chiffres, avec des choses, des problèmes liés au port de signes religieux. Je ne sais pas, il y en avait peut-être 10, 20, 30, 40, 50, même s'il y en avait 100 sur 8 millions d'habitants, là, tu légifères pas pour 8 millions d'habitants. Moi, je pense qu'il y avait d'autres raisons. Il faut aussi dire que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, il a patiné un petit peu sur cette question-là. Il ne semblait pas savoir quoi faire. Puis, il faut quand même le noter, c'était la pression du Parti québécois. Et je pense que c'était la motion du Parti québécois qui a été votée à l'unanimité, je pense. Oui, tout à fait. Je crois que c'est Pascal Bérubé. Exact. Et sur ça, je veux juste souligner une chose, là, parce que depuis l'élection de 2022, oui, on est 23, Paul Saint-Pierre Plamondon, je sais qu'ils sont juste 3 en chambre. Okay? Donc, c'est dommage pour eux, mais Paul Saint-Pierre Plamondon m'impressionne beaucoup. Et même durant la campagne, comme pour son jeune âge aussi, des fois, il me semble qu'il fait preuve
de beaucoup plus de leadership et de quelqu'un qui, je ne veux pas dire premier ministrable parce qu'ils sont loin d'être là, mais au moins il se comporte beaucoup plus comme un leader d'un parti que les autres leaders des oppositions. Puis c'est pas le seul exemple. On va retourner un peu en arrière parce qu'on a parlé la semaine passée de la réforme Dubé. Oui. Puis tout à coup, on voit les libéraux qui sortent, on l'a mentionné, qui le nomme un petit ministre, il veut se débarrasser de la responsabilité. Là, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois qui parlait du wet dream de Legault. Des affaires vraiment stupides. Là. Moi, j'ai jamais entendu des affaires de même en chambre. Ouais. Puis le contraste de ça, t'as pas Saint-Pierre Plamondon qui fait une conférence de presse, puis il dit, regarde, ça va rentrer. C'est un projet de loi, c'est sérieux. On est tous d'accord qu'on a besoin d'une réforme. Nous, notre position, c'est de ne pas poser des questions sur ça en chambre. On va se concentrer sur le travail qui doit être fait en commission, puis that's it. J'ai trouvé ça tellement bien, une position responsable. Et franchement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça va changer quoi en chambre? Tout ce que tu fais, c'est de nourrir ce cirque-là pour 1 heure durant la période de questions pour faire les clips durant les nouvelles. Tandis que l'autre, il pense déjà en avant, il dit, regarde, c'est une réforme sérieuse, on va se concentrer là-dessus, puis let's go. T'sais? Puis, je sais pas, c'est des affaires qui m'impressionnent. L'autre chose, il est sorti, on va pas parler de ça, mais il a proposé que toutes les écoles au Québec offrent de la nourriture, un lunch, un dîner gratuit pour tous les élèves, pour tous les étudiants, peu importe leur statut, le statut financier de leur famille. Moi, ça m'étonne que le Québec, on n'est pas déjà là. Ça m'étonne. Comment ça se fait qu'il y a des enfants qui vont à l'école et qui ne se nourrissent pas correctement? Tu sais, ils amènent des thèmes puis des problématiques qui ont un poids. Et je sais pas, il m'impressionne, puis je pense qu'il se comporte comme un vrai leader de parti, puis il amène des idées qui sont importantes à débattre dans le Parlement. Mais écoute, c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon, il apporte une certaine fraîcheur à la politique. Mm-hmm. Le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il soit dynamique, etc. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai envie de te dire qu'il a aussi compris, il s'est rendu compte qu'en se plaçant au-dessus de la mêlée, dans certaines circonstances, il arrivait à se faire démarquer. Alors, tu sais, l'une des choses les plus difficiles en politique, c'est de se faire remarquer positivement. Et quand tu es dans l'opposition, c'est pire. Et quand tu es la troisième opposition, comme c'est le cas pour lui, c'est encore pire. Donc, et avec 3 députés. Exact. Et donc, pour attirer l'attention, c'est tellement une tâche titanesque donc que lui a trouvé le moyen d'attirer l'attention positivement. C'est en étant au-dessus de la mêlée, sur certains sujets, etc. Donc, par exemple, il essaye parfois de ne pas faire d'excès de partisanerie, notamment quand tu dis qu'il est prêt à soutenir le projet de loi sur la santé du ministre Dubé. Bon, évidemment, ce n'est pas un chèque en blanc qu'il lui fait. Il a une certaine responsabilité aussi. Ça veut dire qu'il y a quelques amendements qu'il va vouloir suggérer et voir apparaître dans la mouture finale de la loi. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais exact. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, c'est ce que les citoyens s'attendent de leurs représentants. Tout à fait. Maintenant, bon, il y a aussi une réalité politique, George. Celle où, quand tu es troisième opposition, là, tu es tellement dans le pétrin. Je dis pas que les autres le sont pas. Le PLQ aussi, il est dans le pétrin. Mais quand t'es rendu de passer du grand Parti québécois à 3 députés, là, t'as pas grand-chose à perdre. Donc, il y a des choses que tu peux te permettre que tu te serais pas nécessairement permis dans d'autres circonstances. Donc, lui, il peut se permettre de certaines postures compte tenu du fait qu'il a moins à perdre que d'autres. Je te dirais que oui, c'est comportant chef de parti, puis tant mieux pour le Parti québécois, tant mieux pour la démocratie au sens large du terme. Je dois quand même t'avouer que
il a de la concurrence avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis d'accord avec toi. Son histoire de Wet Dream, etc., ça n'avait pas sa place. D'ailleurs, il s'en est rendu compte lui-même. Je pense s'en est excusé du bout des lèvres, etc. Tu vas me dire, le mal. C'est-à-dire, c'était fait, ça a été fait. Bon, c'était pas très élégant. En même temps, bon, tu sais, je veux dire, les politiciens sont aussi des êtres humains et il leur arrive parfois de divaguer. Look, je vais t'interrompre 2 secondes parce que oui, il s'est excusé. Comme tu as dit, ben, lui, puis je veux pas rentrer là-dedans, là, c'est des petits détails, mais on n'est pas stupide non plus. Il a dit que des fois en chambre, en période de questions, sous la pression, il y a des choses qui sortent, puis OK, il a dit, j'avoue, elle était pas forte celle-là. Moi, je suis pas prêt à croire que c'est quelque chose qui est sorti juste comme ça, on the spot, en ce moment-là. Ça, c'est des lignes qui sont déjà prêts. Eux autres, ils veulent, gagner des points, faire le clip. Ça n'a pas marché. Ouais. Mais peut-être. Fais-moi pas croire là, que c'est ça que tu as pensé on the spot, le wet dream de Legault. Ça a été comme réfléchi, ça a été une de leurs lignes, et puis en préparation. Puis venant de Québec solidaire aussi, où ils peuvent être parfois très colorés, etc. Écoute, je suis d'accord. Honnêtement, c'était pas sa meilleure ligne à Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était. Et juste un dernier truc sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, oui, c'est sûr qu'il a une attitude qui lui permet de se distinguer et donc qui permet au PQ de briller davantage. Je ne sais pas si ça se traduit nécessairement en intention de vote, mais forcément, ça va. En tout cas, pour avoir quasiment perdu. Alors que le Parti québécois, tout le monde disait qu'il allait complètement disparaître, il est quand même encore là, donc il y a sans doute un peu de ça, mais tu sais, je trouve quand même que pour quelqu'un de sa génération, il y a certains sujets sur lesquels moi je trouve en tout cas, moi je trouve qu'il est un petit peu en retard. Là, je veux dire, excuse-moi, mais je sais qu'il a envie de faire des gains politiques sur la question de la laïcité et du français. Alors, le français, soit, ça c'est ce qui nous unit tous, donc j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, vas-y fort, mon Paul. Mais, honnêtement, là, tu sais, il cherchait à ce que la loi 21 soit plus costaud. Il aurait voulu carrément revenir à une charte des valeurs de Drainville, etc., qui était effectivement plus costaude encore que loi 21, même si dans le fond, c'est exactement la même chose, etc. Puis, tu sais, ça revient. Tu n'es pas obligé d'aller là-dedans à chaque fois, surtout lorsque... C'est pas vrai, le Québec n'est pas dans une crise où la laïcité part en vrille. C'est pas vrai, tu sais, d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des brèches à colmater ici et là, comme ce qu'on a vu, on a discuté, puis qu'il faut régler ça? Puis là, visiblement, ils viennent de le régler à la CAQ. C'est parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as envie d'en faire une industrie pour gagner des points politiques, genre tough on immigration, c'est winner. Ça, je trouve ça pathétique. C'est un leader de parti. Donc, c'est sûr et certain que lui, il doit nourrir un peu sa base. Et, premièrement, il doit aller retrouver sa base. OK? Puis, tu l'as mentionné, c'est pas le seul parti qui doit faire ça. Les libéraux sont dans le même pétrin. Mais il le fait de façon où, d'après moi, il se distingue. Tu sais, l'affaire avec la langue française, puis la charte, ses positions, il n'y a pas d'autre choix. Il ne peut pas juste changer puis virer d'autres bords puis dire, regarde, non, c'était trop tough notre charte de valeurs, ou tu sais, non, la réglementation sur la langue française, on doit peut-être aller plus mollo. Il ne peut pas faire ça. Il va perdre complètement sa base. Donc, il doit demeurer là, mais il le fait, je trouve, d'une façon qui le met un peu à part, d'un côté positif. Puis oui, ça se reflète dans les sondages. Je pense qu'en termes de intention de vote? L'intention, je pense qu'ils sont deuxièmes, je pense, non? Il augmente, ou comme leader de parti. Non, le PQ n'est pas deuxième. En tout cas,
Whatever. De toute façon, depuis les élections, ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Ouais. On va se prendre une gorgée Ouais, d'eau. on va prendre une gorgée d'eau. On a trop parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis regarde, on se cache pas, je pense que tout le monde connaît nos couleurs. Mais tu sais, les bons coups... On peut les reconnaître. Moi, je les reconnais. Mais écoute, Ouais. je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est celui de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais j'ai souvent dit que Gabriel Nadeau-Dubois parfois portait un costume de chef de l'opposition officielle, tellement il peut être éloquent et on point. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec ses idées. Je suis pas d'accord avec l'idéologie à laquelle il appartient. Il reste que parfois il peut être redoutable en période de questions. Puis guess what? Le premier ministre Legault, il aime ça, débattre avec Gabriel Nadeau-Dubois. Pas parce que Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas capable de le mettre en difficulté, c'est pas ça. Il aime ça parce que dans la game politique, sur l'échiquier politique, si c'est la CAQ d'un bord, Québec solidaire de l'autre, la CAQ est sur de bons rails pour rester pour rester au pouvoir. Parce que tu sais, Legault, il n'est pas stupide non plus. Il sait qu'en donnant l'attention à Québec solidaire, ben, c'est ce parti-là qui divise le vote entre les libéraux puis les péquistes. Ben, je ne sais pas s'il y a eu trop de votes des libéraux. Peut-être les jeunes. Je pense pas nécessairement qu'il y a une division du vote. Est-ce qu'il peut y en avoir peut-être dans certaines circonscriptions? On l'a vu dans Saint-Henri-Sainte-Anne récemment, dans la partielle. Mais je pense pas qu'il y ait nécessairement de vase communicant entre l'électorat libéral et solidaire. Par contre, dans l'inconscient des gens, de l'électorat d'une manière générale, c'est plus facile pour François Legault et la CAQ de dire, regardez le danger qu'est les solidaires, c'est des wokistes, etc. Puis c'est plus facile de dire, nous, on est les garants d'une société où le wokisme n'aura pas sa place. C'est nous qui sommes garants de ça. Pas les libéraux et encore moins les péquistes. Ouais. Ben, encore moins, dans le sens que les péquistes ne sont plus là. Mais... Ouais. Passons maintenant à la grande nouvelle, quelque chose quand même, c'est la fierté du Québec, le chantier Davy qui obtient quand même une reconnaissance et qui va amener pas mal d'argent au Québec. Écoute, l'annonce est absolument incroyable. Et rien qu'à voir comment Legault le premier ministre Legault et le premier ministre Trudeau étaient heureux, tous les deux, les yeux qui brillent, le gros sourire. C'est un contraste depuis 2 semaines. Là, non, mais c'est incroyable. Mais je vais te dire une chose. Sincèrement, comme fier Québécois et fier Canadien, j'étais très heureux de voir cette image. Mm-hmm. Alors, on va parler de l'annonce, là, mais de l'image. L'image d'un gouvernement du Québec satisfait et d'un gouvernement fédéral satisfait, ça veut dire 2 paliers de gouvernement qui travaillent ensemble et qui peuvent donner des résultats. Honnêtement, c'est la preuve que notre système politique au Canada est un très bon système. Mm-hmm. Un très bon système, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de l'améliorer, mais c'est un très bon système. Ouais. Et c'est la raison probablement pour laquelle François Legault est plus souverainiste. Ouais, exact. Et soudainement plus fédéraliste que ce qu'il était il y a 30 ans. Je ne sais pas s'il est fédéraliste dans le sens que je ne suis pas sûr à quel point il a envie de faire fonctionner le Canada, mais chose certaine, c'est qu'il a compris que le Québec avait quelque chose à gagner à être au sein du Canada. Alors, on va laisser aux fédéralistes à eux de mieux faire fonctionner la fédération. Mais en tout cas, d'avoir nos 2 premiers ministres, franchement, travailler ensemble, donner ce résultat-là, c'est fabuleux. Mais alors, donc, dans le fond... L'annonce, c'est quoi? On parle d'une annonce globale de 840 millions de dollars dans laquelle est investi plus d'un demi-milliard de dollars du gouvernement du Québec, 520 millions. Le reste, donc, oui, c'est ça, donc, calcul mental, 320 millions, je crois, qui vient du chantier maritime Davy lui-même. Dans le fond, ce que ça va servir, c'est de mettre à niveau les infrastructures du chantier. Et ça va lui permettre de satisfaire les critères
de Ottawa, du gouvernement fédéral, donc, pour faire partie de la stratégie nationale de construction navale. Donc là, désormais, puis c'est là la raison pour laquelle le gouvernement fédéral était là, c'était que le gouvernement fédéral va pouvoir donner des contrats énormes à la Davy. Depuis 2015, selon un truc que j'ai lu, je pense que c'était sur Radio-Canada, on parle, je pense, de presque 2,5 milliards de dollars qui ont été investis par le gouvernement fédéral pour la construction navale. Mais le chantier Davy n'a jamais fait partie de cette stratégie-là. Parce qu'il ne répondait pas aux critères. C'est étonnant quand même, hein, parce que c'est quand même un grand c'est quand même un espace important au Québec, là, le chantier. Absolument. Absolument. Mais alors attends, le fait qu'il ne faisait pas partie de la stratégie nationale, ça voulait dire qu'il ne recevait pas, les contrats du gouvernement fédéral, tout du moins pour la construction. Par contre, pour, comment dire... l'espèce de rénovation, excuse-moi, j'ai pas le vocabulaire qu'il faut là, mais la rénovation et la transformation de brise-glace, etc., qui existait déjà et qui avait été acheté à l'international, donc pas fabriqué au Canada, ils ont pu les recevoir, etc. Et puis c'est pour ça que le chantier Davy travaillait. Mais là, l'annonce est exceptionnelle. Là, tu sais, d'abord, on parle de 840 millions d'investissements, mais on parle surtout qu'en retour, le Québec pourrait, à terme, on parle de contrats de plusieurs milliards, je pense qu'on parle de 8 milliards de dollars potentiels. Je crois qu'il parlait de 6 ou 7 brise-glaces énormes, puis tu sais, surtout maintenant avec la voie maritime qui s'ouvre dans le nord, etc., avec les tensions géopolitiques, avec la Russie, la Chine, etc., ça va être la Russie surtout des questions arctiques, là, mais on s'entend que la Chine est partout aussi. Donc, écoute, l'annonce est absolument fabuleuse. On parle de consolider aussi 1800 emplois et le chantier Davy, c'est 1100 fournisseurs. Donc, t'imagines tout l'écosystème. Donc, les retombées économiques au Québec vont être majeures. Même pour cette région-là. Ben, même pour... Bon, d'abord, c'est une région qui économiquement allait relativement bien. Tu sais, on parle de la rive sud de la ville de Québec. Là. On est en Chaudière-à-Lapalage, du côté de Lévis. Déjà, à la base, le taux de chômage était... Oui, quand même impressionnant. Assez bas dans la région. Bas, ouais. Mais attention, hein, aujourd'hui, les indicateurs économiques comme le taux de chômage et tout, ça n'a plus la même signification qu'avant, à cause de la démographie notamment. Mais là, écoute, ça va être un boom extraordinaire. Mais dis-toi une chose, c'est que le chantier est à Lévis, mais les 1100 fournisseurs du chantier Davy, ils sont partout au Québec. Ouais. Tu sais, ça peut être en Beauce, ça peut être en Mauricie, ça pourrait être, je sais pas moi, ailleurs. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est sûr que enfin, en tout cas, les retombées économiques de cette annonce sont majeures. Oui, c'est une excellente nouvelle, puis ça donne un peu d'oxygène au ministre Fitzgibbon qui a mangé peut-être une assez grande claque en perdant le contrat de les batteries de Volkswagen en Ontario. Au moins, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée, qui lui donne un peu d'oxygène. Ben, je crois que les deux annonces sont interdépendantes. Moi, je pense que s'il avait pu les avoir tous les deux, il les aurait eus. Bon, là, on n'a pas eu celui des batteries électriques avec Volkswagen. Bon, on regarde. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, tout à coup, oublient le fait qu'on a perdu ça. On a eu quand même quelque chose d'important et de significatif. Absolument, absolument. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, hein, tout est politique à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, hein, mais regarde, il y a eu le budget fédéral, les soins de santé dentaire, l'aide à l'épicerie, la fermeture de Roxham, la visite du président Biden, M. Trudeau qui est à tout le monde en parle. Ouais. Là, l'annonce du chantier Davy, en tout cas, si on n'est pas en préélectoral, je sais pas. Hein? J'allais justement te poser la question parce que immédiatement, ben c'est pas juste salaire, en fait, c'est ça qu'on est en train de constater, que immédiatement après son budget,
il a envoyé ses ministres en tournée pan-canadienne pour faire des petites annonces. Tu vois des photos des ministres dans des centres d'achat pour des crédits en épicerie. Tu vois d'autres ministres dans je sais pas trop où. Là, ils font une tournée massive autour du Canada. Évidemment, Justin Trudeau aussi. Je sais pas, est-ce que ça sent les élections? Est-ce que ça sent? Ça sent les élections. Est-ce qu'il va y en avoir incessamment sous peu? Honnêtement, en tout cas, si tu me demandes mon avis, je ne pense pas. Il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'en 2021, le premier ministre a déclenché les élections lui-même et à croire... Ça lui a nui un petit peu. À croire les sondages, les analystes et même le résultat, c'est que ça lui a nui. Ouais. Ça lui a nui. Bon, maintenant, on est dans un contexte un peu différent. Je ne pense pas qu'il a nécessairement besoin d'aller en élection, mais par contre, c'est impératif pour lui de se préparer. Quand bien même l'élection n'aurait lieu que dans 1 an, admettons au printemps 2024. Puis personnellement, moi je pense que c'est le moment Moi je pense qu'au printemps 2024, on va en avoir un autre. Mais quand bien même ce n'est que dans 1 an, une élection, ça se prépare d'avance. Ah ben oui. C'est pas vrai que tu fais... généralement, à chaque fois que tu fais des annonces juste avant des élections en te disant « je vais gagner les élections grâce aux mes annonces », ça se passe pas bien. D'abord, tout le monde n'est pas comme toi et moi qui écoute la télé, écoute la radio, s'informe. Ouais. Il faut que ça se traduise concrètement. Alors, pour que ça se traduise concrètement, ça prend des mois. Et à mon avis, oui, on se prépare une élection. Et d'ailleurs, je pourrais t'en parler, moi, de ça. Mon point de vue, en tout cas, sur la chose, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une entente Parti libéral du Canada, Parti néo-démocrate. Ouais. Pour garantir la confiance au Parlement jusqu'en juin 2025. La réalité, c'est qu'il faut se mettre à la place de Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, il a fait des gains importants. On le voit pas, ça c'est une chose, mais en tout cas, on le voit pas. C'est-à-dire, on le voit, mais je veux dire, il joue pas un rôle prépondérant, mais n'empêche, les gains du NPD sont quand même importants. Je parle notamment les soins dentaires, le remboursement d'aide. On a parlé un petit peu de ça la semaine passée. Je suis toujours en désaccord avec toi. Je pense que c'est Justin Trudeau qui en a plus à gagner avec ça que Jagmeet Singh. Je pense que Justin Trudeau va pouvoir aller chercher beaucoup plus de visibilité sur ces mesures-là, sur cet argent-là qu'il a donné. C'est sûr que Jagmeet Singh, il ne va pas laisser faire. C'est ça que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'ensuite, ça va être au NPD de jouer la game politique et de faire valoir les gains qu'ils sont allés chercher. Puis en passant, moi j'entendais la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dire que le gouvernement est allé dans le sens du NPD parce qu'il considérait que c'était une bonne idée. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même le fait que c'est une initiative à la base du NPD, puis c'était une promesse électorale du NPD. Donc, les observateurs, les journalistes, les médias, tout ça savent aussi. Maintenant, la seule chose, c'est que est-ce que Jagmeet Singh va arriver à capitaliser là-dessus? On le verra. Mais chose certaine, c'est que je me mets à sa place un instant. Je me dis, OK, j'ai fait 2-3 gains intéressants sur lesquels je peux bâtir une sorte de narratif électoral. Le problème, c'est que s'il attend 2025 pour commencer à bâtir son narratif électoral... Déjà trop tard. C'est trop tard. Yeah. Donc, dans le fond, lui, il a besoin de commencer à se préparer pour son élection. De la même manière que Justin Trudeau et les libéraux se préparent à la prochaine élection, de la même manière que les conservateurs se préparent à leur élection, etc. Lui, il a besoin de se préparer pour ça. Pour se préparer pour ça, bien sûr, il doit se servir des gains qu'il est allé chercher. Donc, ça, c'est sûr. Puis aussi, ne pas donner l'impression trop longtemps que il est là juste pour maintenir Justin Trudeau et les libéraux au pouvoir. Ouais. Et c'est là l'enjeu pour lui, ou tout du moins le défi pour lui, c'est d'arriver à un moment de se dire, OK, j'ai fait assez de gains, il est peut-être temps aujourd'hui de revoir un peu mon entente, etc. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Il va y avoir un grand défi d'essayer maintenant, après
je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas si on va se rendre en 2025, mais le défi pour lui, ça va être de se séparer maintenant du Parti libéral après 1, 3, 5 ans d'alliance. Oui, en fait, ça fait une année, je crois, qu'ils ont fait leur alliance. Ouais. Oui, non, c'est sûr qu'il va falloir trouver un prétexte, que ce soit pour les libéraux ou pour les néo-démocrates. Ouais. Il va falloir trouver un prétexte de se désunir. La réalité, c'est que le prétexte pourrait être... ça pourrait être n'importe quoi, mais je veux dire, le gouvernement libéral pourrait tout simplement dire, écoute, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, ça va être un vote de confiance au Parlement. Donc, soit vous me laissez le faire, soit on va en élection. Puis c'est vous qui avez le fardeau de me faire tomber, non pas moi d'avoir le fardeau de provoquer une élection. Ça, c'était la technique Harper. La technique Harper, c'était exactement ça. C'était... quand il était minoritaire. Ouais. Quand il était minoritaire, c'était de dire, moi, je me suis fait élire. Les Canadiens m'ont choisi comme premier ministre. Ils m'ont choisi par rapport à un programme que j'ai mis en place. Moi, ce que vous avez, les libéraux, ce que vous avez, les démocrates, ça ne m'intéresse pas. Puis, à un moment donné, c'était, OK, tout ce qu'on va faire, c'est un vote de confiance. À vous de vivre avec les conséquences et de voter en conséquence. Ouais. Il savait évidemment que ces deux partis-là étaient vraiment loin d'être prêts pour des élections. Il n'y avait presque pas d'autre choix que de voter en faveur. Exactement, ouais. Exactement. Puis ça, ensuite, à mon avis aussi, des élections, pas que personnellement j'en veuille bientôt, je veux dire, ça fait moins de 2 ans la dernière, mais... Ouais, moi, je pense que les Canadiens sont... Honnêtement, je ne vois pas comment ils voudraient avoir des élections. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des électeurs qui attendent des élections avec impatience. Cela dit, ensuite, il y a toujours un calcul politique qui s'impose et qui se pose. Je ne sais pas, moi, être le premier ministre du Canada en ce moment, est-ce que j'attends que les oppositions soient plus fortes, etc. En ce moment, par exemple, Poilievre a fait le plein du vote contestataire. Mais est-ce qu'on va attendre qu'il aille chercher un autre vote que le vote contestataire, l'espèce de swing vote, comme on dit aux États-Unis souvent? Est-ce qu'on va attendre qu'il consolide ça? Je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai pas mal l'impression qu'on se prépare à une élection. Est-ce que ça va être cet automne? Parce que le gouvernement tomberait sous un vote de confiance? Est-ce que parce qu'il le déclencherait lui-même, ce qui me surprendrait étant donné ce qui s'est passé la dernière fois? Ou est-ce que ça va aller au printemps l'année prochaine? C'est à voir. C'est intéressant. Et les élections provinciales aussi sont importantes. Je ne parle pas de celles ici au Québec, mais il y a des élections provinciales en Alberta au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça aussi, ça va être déterminant parce que les conservateurs qui sont au pouvoir sont malmenés, et dans les sondages à tout le moins, et c'est pas impossible de voir le retour des néo-démocrates à la tête d'un gouvernement en Alberta. Est-ce que ça va avoir un impact sur la préparation des conservateurs ou des néo-démocrates? Est-ce qu'il y a un chemin à se frayer là-dedans pour les libéraux? C'est analysé. Là, c'est clair, mais il y a plusieurs pièces qui commenceront à bouger, qui pourraient être très déterminantes pour le gouvernement fédéral dans les prochains mois. Voilà. On va aller rapidement parler de quelque chose quand même assez important qui s'est passé au sud de la frontière. On va pas prendre trop de temps parce qu'on n'est pas évidemment, on n'est pas avocat, on ne connaît pas tous les détails, mais quand même, c'est une nouvelle qui est tombée. On l'attendait évidemment, mais de voir qu'un ancien président a été officiellement accusé, c'est quand même sérieux. Oui. Honnêtement, c'est même troublant. Tu vois, genre quand tu vois un ancien président des États-Unis,
leader of the free world, exact. comme ils aiment le dire aux États-Unis, etc., qui après ça est poursuivi, est inculpé, etc. C'est quand même quelque chose. Écoute, comme tu l'as dit, d'abord, effectivement, je ne suis pas avocat, mais puis mon expertise est limitée là-dedans, mais pour avoir un avis tranché, mais j'ai envie de dire politiquement parlant, c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur sa campagne, mais moi, si j'étais ses adversaires politiques, je me méfierais énormément. Oui, parce que même... Moi, c'est ce que je trouve fascinant de Donald Trump. Il a tiré la ligne tellement en polarisant les idéologies politiques aux États-Unis que même avec tout ce qui se passe, on voit par exemple des personnes, ses partisans évidemment, qui continuent à faire des dons à sa campagne. Ils le voient comme un, on va dire, martyr. C'est pas un martyr, mais ils le voient comme une chasse aux sorcières, puis une victime. Puis ces coffres électoraux ont augmenté, je ne sais pas de combien, là, mais depuis que cette histoire-là est sortie, c'est incroyable. Oui, et c'est la raison pour laquelle je te dis il faut que ses adversaires politiques se méfient. Et je vais paraphraser quelqu'un que je n'aime pas du tout, qui s'appelle John Bolton, qui a été secrétaire à la défense ou conseiller à la défense de Donald Trump, qui est un ancien ambassadeur de l'ONU de George Bush, celui qui était allé mentir devant tout le monde sur la guerre en Irak. Enfin bref. John Bolton, il a dit « OK, si vous voulez faire tomber Donald Trump sans le renforcer, avec toute la misère qui peut aller vous chercher en allant chercher toutes ces personnes, le même genre de personnes qui sont allées attaquer le Capitole, etc. Il faut le faire tomber sur quelque chose de sérieux et ne pas donner l'impression qu'on est en train de trouver n'importe quel prétexte pour l'envoyer en prison ou le condamner ou quoi que ce soit. » Puis moi, je suis d'accord avec lui, parce qu'à partir du moment où il a énormément de partisans, ça n'a pas besoin d'être la moitié ou la majorité des Américains, mais à partir du moment où c'est des gens, des masses de personnes qui sont prêtes à se mobiliser, à manifester, à faire de la casse, c'est là qu'il est dangereux. Et c'est pour ça que, entre toi et moi, et toutes les personnes qui nous écoutent, je suis pas sûr que c'était le dossier sur lequel il devait tomber. Et je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, mais tu sais, ça vient consolider ce que les gens pensent. Encore là, comme on a dit, on n'est pas avocat. Il y a eu certainement des éléments de preuve. Ah oui, j'en suis sûr. Qui, devant un grand jury, ont été suffisantes pour l'accuser. Exact. Le grand point d'interrogation maintenant qui sort, c'est que il y a une différence entre le système aux États-Unis et au Québec. Au Québec, on a le DPCP, on a le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est complètement objectif, il est neutre. Il reçoit l'enquête ou les éléments de preuve des corps policiers, puis il prend une décision. Il décide de poursuivre ou non. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'ils sont élus. Le district attorney, ou je ne sais pas trop comment qu'on les appelle, ils sont élus. Donc, c'est un démocrate à New York qui, même durant sa campagne, était clair que moi, là, vous allez m'élire, puis je vais descendre Donald Trump. Tu comprends? Puis moi, c'est problématique quand on entend des affaires de même. Puis ça remet en question un peu... le système judiciaire. Exactement, la neutralité du système judiciaire. Ouais. Écoute, je ne suis pas un spécialiste du système judiciaire américain, mais je crois quand même une chose, c'est que c'est pas juste un general attorney qui va juste prendre comme ça la décision de... Il faut quand même que ça repose sur des textes de loi. Donc, alors, c'est sûr que quand ils font campagne puis qu'ils te disent « Nous, on va faire ci, on va faire ça », grosso modo, c'est que en gros, ce qu'ils te disent, c'est que nous, on est assez bons avocats pour savoir que la loi peut faire telle affaire ou telle affaire. Mais
La réalité, c'est que tu peux toujours poursuivre, mais tu as quand même des juges qui sont là. Mhm. Bon, maintenant, regarde, c'est pas parfait. Je sais, c'est pas parfait. D'ailleurs, tu me diras lequel des systèmes est parfait, il n'y en a pas. Ouais, je pense pas que ça existe non plus. La question maintenant... Je préfère le système au Canada, certainement. C'est-à-dire que, bon, j'ai jamais eu affaire à la justice, puis j'espère ne jamais avoir affaire à la justice. Mais je te dirais qu'à choisir entre faire affaire à la justice canadienne ou américaine, de loin, ce serait la justice canadienne, c'est sûr. En tout cas, là où se trouve ma confiance. Mais il reste que je ne crois pas non plus que le système de justice américain soit complètement délabré. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. Mais ça nous ramène toujours à cette question de la popularité de Donald Trump, puis qu'est-ce qui va se produire maintenant? Est-ce que c'est un backfire? Est-ce qu'ils vont créer une situation qu'ils ne pourront pas contrôler? Est-ce que maintenant, il va pouvoir continuer avec sa candidature ou est-ce qu'il va devoir se retirer? S'il se retire, est-ce que le Parti républicain va pouvoir calmer ces partisans-là pour aller appuyer quelqu'un d'autre à sa place? C'est toute une problématique qui commence à se créer aux États-Unis. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, la démocratie aux États-Unis, elle vit des moments difficiles. Mais écoute, en même temps, j'ai envie de te dire, j'aimerais aussi le voir positivement. Dans le sens que Donald Trump, il est arrivé à se défaire du système politique. En arrivant en disant que lui, c'était un gars qui est à l'extérieur du système, etc., contrairement aux élites, blablabla. Il est arrivé à se défaire du système médiatique, du pouvoir médiatique, parce que quand il répondait à qui il voulait, il répondait pas à qui il voulait pas, regarde, il les maltraitait, il disait, regarde, il ment, et regarde, puis ça pose même pas un problème. Par contre, il est en train quand même d'avoir un peu de mal avec le système de justice. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que... Bon, maintenant, politiquement, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Est-ce que le Parti républicain va être en mesure d'aller chercher toutes ces personnes-là qui sont des soutiens de Trump, admettons que Trump ne se présente pas? Moi, j'ai envie ou même que le parti refuserait sa candidature. On ne sait pas. Oublie pas. Oui, c'est une possibilité. Mais oublie pas un truc. Hein. Les gens qui sont pro-Trump, c'est aussi des gens qui sont des antidémocrates, anti-Biden en particulier, parce que c'est lui qui est en place et parce que c'est celui qui a battu Trump aux dernières élections et pour lesquels Trump a dit que c'était gagné illégitimement. Donc, à mon avis, là, quand bien même il y aurait un autre candidat républicain, ce que je pense arrivera, peut-être DeSantis, moi, je pense que les partisans de Trump voteront quand même. Moi, à mon avis, ils voteront quand même. Oh, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste la stabilité politique maintenant qui est en jeu. Ça reste à voir. Là, d'après ce que j'ai lu, il n'y a rien qui va se passer jusqu'au mois de janvier, je pense, ou en début de 2024. J'entendais quelque part, il y avait des personnes qui commentaient, puis ils disaient quelque chose d'intéressant. Puis ils se rappelaient la dernière fois, il y a eu tellement d'attention médiatique. C'était avec, c'est quoi son nom? O.J. Simpson. Tu sais, il y avait tellement d'affaires avec les hélicoptères, puis qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'on s'en va, puis blablabla. Puis c'est la même chose maintenant avec Trump. Son avion est-il arrivé, il part, OK, il est rendu. Il y a tellement d'attention. Ce gars-là, il attire tellement l'attention médiatique que ces médias ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'on arrête là, de couvrir ce gars-là? Si on arrête, est-ce que les autres postes vont arrêter? Ils vont continuer? S'ils continuent, ben là, il y a une affaire médiatique qui est autour de ce gars-là qui est quand même fascinante. Je suis d'accord. Non, effectivement. C'est un gars, de toute façon, c'est un gars de show. C'est un gars qui a fait des téléréalités. Honnêtement, sincèrement, au sujet de Trump, je ne sais plus trop quoi penser. Pour moi, c'est clownesque. Et moi, j'espère juste une chose, c'est que s'il devait être reconnu coupable de quelque chose,
selon la loi et selon le code criminel américain. J'espère juste que c'est sur quelque chose de plus sérieux, comme par exemple lorsque il a encouragé les gens à aller attaquer le Capitole. Moi, je pense que ça, honnêtement, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux qu'une histoire d'avoir donné 130 000 $ à une ancienne actrice pornographique, etc. Je veux dire, regarde, je te dis pas que la loi, c'est la loi. Si c'était pas autorisé de faire ce qu'il a fait, il devrait payer pour ça aussi. Sauf que là, on est dans une dimension qui est beaucoup plus grosse, qui est politique. Puis moi, je pense que pour la démocratie américaine, pour la confiance des Américains, des citoyens américains dans leurs institutions et dans le système démocratique, je crois qu'il serait mieux de tomber sur quelque chose de plus sérieux que ça. Plus important, plus grave. Tu sais. Bon, on va mettre un point là-dessus pour cette semaine. Merci à tout le monde de nous suivre. Envoyez-nous vos commentaires. Aimez, partagez le contenu. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez faire un rate sur Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast. 5 étoiles, ça serait parfait si vous mettez 5 étoiles. Sinon, mettez ce que vous voulez. Mais on aimerait ça. On aimerait ça avoir 5 étoiles. Merci encore une fois, Salim. On se voit la semaine prochaine. Oui. On va voir ce qui va se produire durant la semaine. Puis, Absolument, avec grand plaisir. All right, tout le monde. Ciao, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.